Et si on nous disait que le temps, comme ça, comme on le ressent tous les jours, eh bien, ça n'est pas vraiment une réalité physique. Que nos montres, là, nos horloges, elles ne mesurent pas le temps. C'est un peu vertigineux comme idée, hein. On va explorer ça aujourd'hui en se basant sur les propos du physicien Marc Lachaiserie. Il a donné un entretien assez fascinant là-dessus. Alors notre but, c'est de comprendre pourquoi c'est si contre-intuitif, sur quoi ça repose comme preuve, et puis qu'est-ce que ça change concrètement. Ok. Allons-y, décortiquons ça. Oui, c'est vrai que ça heurte l'intuition. Mais la physique nous a habitués à ça, non? On a longtemps cru la Terre plate ou que les objets lourds tombaient plus vite. Pour le temps, c'est un peu pareil. Notre expérience quotidienne, elle fonctionne très bien avec un temps simple, approximatif, le même pour tout le monde. D'accord. Mais si c'est juste une approximation, pourquoi on ne s'en rend pas compte? C'est juste une question de précision insuffisante de nos sens ou de nos montres classiques? C'est exactement ça. Les différences sont vraiment minuscules à notre échelle. On parle de milliardièmes de secondes, parfois moins. Pour les voir, il faut des outils incroyablement précis, comme les horloges atomiques. C'est elles qui nous montrent que notre idée habituelle d'un temps unique, ça ne colle pas. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Quand Lachaiserie dit qu'on fait comme si que ce temps universel, c'est une construction sociale, utile, oui, mais pas physiquement fondamentale. Mais est-ce que ça veut dire que le temps n'existe pas du tout, ou juste qu'il est différent de ce qu'on croit, et qu'on le mesure, disons, de manière un peu naïve? Maintenant, vous en déplacez juste une. Vous la montez, disons, à l'étage, puis vous la redescendez. Eh bien, elles ne seront plus synchrones. Elles afficheront des temps légèrement différents. Attendez une seconde. Deux horloges identiques qui se désynchronisent juste parce qu'on en a bougé une de quelques mètres verticalement? Est-ce que ça ne prouve pas plutôt qu'elles sont euh, peut-être pas si parfaites que ça, ces horloges, plutôt que de remettre en cause le temps lui-même? C'est une objection logique, bien sûr. Mais non, l'effet est prédit très précisément par la relativité d'Einstein et il est mesuré, confirmé. Ce que ces horloges mesurent, ce n'est pas le temps universel, c'est ce qu'on appelle la durée propre. C'est un peu comme la longueur de leur histoire personnelle, de leur chemin unique dans cet espace-temps. Imaginez deux voitures, elles vont de Paris à Lyon, mais par des routes différentes. À l'arrivée, leurs compteurs kilométriques n'afficheront pas la même distance, n'est-ce pas? Oui, logique. Pour les horloges dans l'espace-temps, c'est pareil. Leur compteur, c'est la durée propre qu'elles mesurent. La seconde, c'est l'unité de cette durée, pas d'un temps absolu qui s'écoulerait partout pareil. Et ça, ce n'est pas juste une bizarrerie de laboratoire. Ça a des conséquences très concrètes. Le GPS, par exemple. J'ai lu que ça dépendait entièrement de ça. Absolument. Le GPS, c'est même la preuve quotidienne que notre intuition sur le temps est fausse. Il ne peut fonctionner que parce qu'on prend en compte et qu'on corrige en permanence le fait que le temps s'écoule différemment pour les satellites là-haut, ils vont vite, et la gravité est plus faible pour eux et pour nous sur Terre. Sans ces corrections issues de la relativité, le GPS serait inutilisable. On aurait des erreurs de plusieurs kilomètres chaque jour. Incroyable. Et on parle même d'utiliser ça pour mesurer des altitudes avec une précision folle, ou même pour détecter des gisements souterrains grâce aux variations de gravité. C'est fascinant, mais ça reste très très contre-intuitif. D'où elle vient cette idée à l'origine? C'était une illumination théorique d'Einstein. Eh bien non, et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas parti d'une théorie abstraite sortie de nulle part. C'est plutôt la conclusion à laquelle Einstein est arrivé en se confrontant à des problèmes très concrets de son époque. Par exemple, comment synchroniser les horloges dans les gares pour les réseaux de trains qui se développaient partout à la fin du 19e siècle. C'était un vrai casse-tête. Il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas juste décréter qu'il était la même heure partout au même instant, qu'il y avait un problème fondamental avec la simultanéité. Et un certain temps à voyager. Donc, cette impossibilité de définir une simultanéité absolue plus un fait expérimental clé, qui avait été plus ou moins montré par l'expérience de Michelson et Morley. La vitesse de la lumière est constante, peu importe comment bouge celui qui regarde ou la source qui l'émet. Cette combinaison mène forcément à la conclusion que le temps ne peut pas être absolu, l'espace et le temps doivent être liés, relatifs. D'accord. Alors, si on abandonne ce temps absolu, qu'est-ce qui prend sa place dans la description physique du monde? L'espace-temps, c'est le grand concept clé. Et attention, ce n'est pas juste l'espace plus le temps, non. C'est vraiment une structure unique, un tissu à 4 dimensions où l'espace et le temps sont intimement mêlés. Ce qui existe vraiment, fondamentalement, ce sont les événements.
des points uniques dans cet espace-temps définis par leurs coordonnées spatiales et temporelles. Et nous, les objets, les êtres vivants, on trace une sorte de chemin dans cet espace-temps au fil de notre existence, une ligne d'univers, c'est ça? C'est exactement ça. Et notre temps vécu, ce que mesurerait une horloge qui nous suit parfaitement, c'est en fait la longueur de cette ligne d'univers. Une longueur calculée avec les règles un peu spéciales de la géométrie de l'espace-temps. Et le point crucial, différents chemins entre deux événements peuvent avoir différentes longueurs. Ah! Et c'est ça qui explique le fameux paradoxe des jumeaux. Oui, tout à fait. Le jumeau qui voyage très vite ou qui subit une forte gravité emprunte une ligne d'univers de longueur différente, en l'occurrence plus courte dans l'espace-temps. Du coup, il vieillit moins que celui qui est resté sur Terre. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une conséquence directe de la structure de l'espace-temps. Donc, pour résumer tout ça, l'image qu'on a tous en tête, celle d'une grande rivière du temps qui s'écoule uniformément partout, c'est une illusion. Utile, certes, mais une illusion. C'est une très bonne image, oui. La physique moderne, surtout la relativité, nous montre que cette rivière n'existe pas en tant que telle. Ce que nos horloges mesurent, ce sont des durées propres, des longueurs de chemin individuelles dans cet espace-temps. Et cette non-existence du temps absolu, ce n'est plus de la spéculation, c'est une réalité physique qu'on utilise tous les jours, sans même le savoir, avec le GPS. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que notre perception quotidienne du temps est une approximation, très pratique pour vivre, mais fondamentalement limitée. Que la réalité physique est bien plus étrange. C'est une bonne synthèse. Notre expérience est une vue simplifiée d'une réalité plus complexe et interconnectée. Et ça ouvre d'ailleurs une dernière question, une pensée un peu vertigineuse pour conclure. Si, comme le suggère une interprétation de l'espace-temps qu'on appelle éternaliste ou univers-bloc, le passé, le présent et le futur existent tous en quelque sorte en même temps dans cet espace-temps, alors pourquoi notre conscience, elle, semble s'écouler si inexorablement du passé vers le futur? Pourquoi on se souvient d'hier mais pas de demain? Ça, c'est encore un mystère profond. La physique actuelle décrit très bien le comment de l'espace-temps, mais le pourquoi de notre perception fléchée du temps, ça reste une question ouverte, fascinante.